la célèbre banque d'affaires américaine Goldman Sachs qui prévoit donc des rendements plus faibles sur la bourse américaine dans les 10 prochaines années. Bonjour Kevin Tozet. Bonjour. Ça va? Bien. Bon, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Prévision qui est quand même assez négative, assez pessimiste, alors qu'on est en pleine euphorie boursière à Wall Street, 2 ans de hausse, on l'a largement compté cette semaine, 2 ans de hausse, 60% de hausse pour le Standard & Poor's 500. Voilà, ça vient un peu à contre-tendance. Hein. Oui, c'est un peu sensationnaliste aussi. Jamais évident de faire des prévisions, alors sur 10 ans, voilà, je crois qu'on peut vous parler de manger son pain blanc, on peut peut-être aussi manger une part de gâteau d'humidité ou quelque chose de cet ordre-là. Ce qui interpelle, en tout cas ce qui interpelle cette banque américaine, c'est le niveau de valorisation aujourd'hui. Pour autant, estimer que voilà, la performance moyenne annualisée sur les 10 prochaines années sera inférieure ou très proche de celle du monétaire, je crois que c'est quand même un petit peu exagéré. Oui, parce qu'en fait, en gros, on va expliquer les raisons, mais 13% de rendement moyen par an sur les 10 dernières années pour le S&P, non, ou les 10 plus grosses boîtes du S&P 500. Donc pour le S&P 500. Pour le S&P 500, c'est ça, pour le S&P. Et sur les 10 prochaines années, on passerait de 13% de rendement par an à 3%. Oui, sachant que sur 30 ans, ça a fait entre 7 et 10%. Voilà. Et donc, en gros, ce que nous dit, enfin, ce que pointe du doigt Goldman Sachs, on a déjà parlé ici, c'est cette extrême concentration de l'indice autour de quelques géants de la tech. Évidemment, c'est les GAFAM, avec Nvidia, avec Tesla et d'autres. Comment on explique leur raisonnement? En gros, ils disent que ces boîtes sont super bien valorisées et donc elles ne pourront pas continuer à croître de 20 ou 30% par an sur les 10 prochaines années. C'est ça le raisonnement? Il y a plusieurs raisonnements. Il y en a un qui serait de l'ordre du retour à la moyenne, mais enfin il ne se produit pas toujours. Retour à la moyenne de la performance, c'est-à-dire que sur du long terme, ce qu'on peut estimer sur la performance d'un marché action, pour faire simple, c'est de l'inflation, on va dire autour de 2%, de la croissance économique qui se retrouve dans les résultats, on rajoute à ça 2%, et puis des dividendes. Oui, mais ces boîtes-là croissent beaucoup plus vite. Donc ça fait du 6% en moyenne, et ça, c'est des hypothèses qu'on peut utiliser quand on fait des projections à très long terme, comme de l'allocation actif-passif notamment, ou de l'allocation stratégique. Leur prudence vient d'un niveau de valorisation qui est élevé, d'une concentration qui est élevée aussi, c'est-à-dire que les 5 plus grandes valeurs américaines, elles représentent à peu près 20% de l'indice et les 10 plus grosses pèsent 36%. Voilà. Les 10 plus grosses boîtes en capitalisation, donc la tech américaine sur la S&P 500, c'est 36% de l'indice. C'est du jamais vu. Hein. Et donc ça part du postulat que les niveaux de marge moyens, qui sont extrêmement importants dans les marchés américains, ne seront pas sur ces boîtes-là. Sur ces boîtes-là, même globalement dans l'indice, ne seront pas soutenables dans le temps. Alors, je crois que voilà, c'est peut-être un raccourci qui est un peu donc vous n'y croyez pas, vous? Non. Alors, en tout cas, faire des projections à 10 ans en se disant que la performance moyenne d'un indice d'action américaine sera 3% sur 10 ans, non, on n'y croit pas. Pour autant, ça soulève quand même 2 questions, je trouve, qui sont intéressantes. La première, c'est que cette performance absolument extraordinaire des actions américaines, elle a été le corollaire d'une performance absolument extraordinaire de l'économie américaine aussi. Donc ça, il faut le souligner. Donc la question, c'est est-ce que cet exceptionnalisme américain, il peut se poursuivre dans le temps? On a des échéances électorales dans quelques semaines et ça donnera une partie de cette réponse. En tout cas, on peut envisager ces deux scénarios-là. Donc ça, c'en est un. Et puis l'autre, c'est cette fameuse rotation sectorielle, c'est-à-dire que les valeurs qui ont été privilégiées par les investisseurs, et à raison, parce qu'il y a des résultats qui sont là, il y a un engouement qui est fort, mais ces grandes entreprises dont on parlait, contrairement à ce qui a pu se passer il y a une vingtaine d'années, elles génèrent des bénéfices, elles génèrent des profits, elles génèrent des flux de trésorerie. Donc ça aussi, je crois que c'est une question qui se pose, c'est est-ce qu'on va voir une rotation des États-Unis vers les pays émergents, vers l'Europe ou dans les indices d'actions américaines, vers cette magnifique ou ces quelques grandes valeurs, vers d'autres valeurs un peu plus délaissées et mal aimées. Ouais, ces 10 valeurs clés qui ont tiré le S&P 500, qui se payent 31 fois les bénéfices attendus. C'est vrai que c'est énorme et ça rappelle les bulles, quoi. Hein. Alors, je dis pas qu'à bulles, évidemment, mais ça rappelle les niveaux de valorisation qui sont... Si on regarde des valorisations moyennes, dans d'autres périodes où là, de fait, il y a eu des bulles, et on se rappelle de quelques grandes entreprises phares, Cisco par exemple, au moment de l'explosion d'Internet, avant que la bulle n'explose, on a des multiples de valorisation qui sont passés à 3 chiffres, quasiment. Donc on n'est pas sur ces extrêmes-là, et encore une fois, on a quand même des valeurs qui ont une vraie utilité, et on est peut-être
au tout début de la réalité de ce que va être l'intelligence artificielle, de ce que ça va pouvoir apporter en termes de gains de productivité. Et donc ça veut dire plus de dépenses d'investissement du côté des entreprises, parce qu'elles dépenseront plus d'argent certes, mais elles arriveront à produire plus avec ces nouveaux outils. Toutes les banques américaines ne pensent pas comme Goldman Sachs. JP Morgan n'est pas sur la même ligne et attend pour le coup pour les 10 prochaines années des performances des gens de la tech de 6 à 7%. Mais en tout cas, le message de Goldman Sachs en creux, au-delà des chiffres, des prévisions, il serait très difficile d'en faire à 10 ans, c'est qu'en gros, dans un portefeuille, peut-être faut-il avoir dans les prochaines années peut-être un peu moins de tech en portefeuille, en tout cas diversifié. Ce message-là, on peut l'entendre ou pas? Alors ce message-là, je pense qu'il s'entend tout à fait. Et là aussi, si on avait fait ça il y a 10 ans, on aurait sous-performé. Oui, mais là aussi, c'est vrai que si on regarde par décennie, parce que justement, c'est l'objet de l'étude, on a vu au cours des 4 dernières décennies, une rotation. En tout cas, les principales valeurs dans les grands indices mondiaux ont clairement changé. On avait principalement des valeurs japonaises en tête de ces grands indices mondiaux il y a une trentaine d'années. Ensuite, on a des grandes valeurs dans le secteur des matières premières qui sont ensuite retombées. C'est vrai qu'on a là aussi beaucoup de grandes valeurs technologiques qui sont là, et ça va faire plus de 10 ans qu'elles sont en tête des indices. Donc là aussi, je crois que c'est là où le travail d'un gérant d'actifs comme on est chez Carmignac, c'est essayer de séparer le bon grain de livret et d'aller choisir des entreprises qui seront en capacité de rester tout en haut. Une entreprise comme Microsoft, par exemple, elle était déjà dans le top 5, dans le top 10 des grands indices mondiaux il y a une vingtaine d'années. On ne délaisse pas la tech, mais on ne met pas tout dessus non plus. Exactement. Donc ça, c'est un élément qui est important. Une autre façon de le faire, c'est de travailler des chaînes de valeur, c'est-à-dire que si on part du principe que oui, le secteur technologique, l'intelligence artificielle notamment, peut amener des gains de productivité, comme ça a été le cas à partir du début des années 90, là aussi, on a des économies des marchés qui ont très très bien fonctionné, dans le sillage de l'utilisation de l'ordinateur personnel, d'Internet. Si on part de ce postulat-là, on peut là aussi aller travailler ces thématiques d'investissement, ces secteurs d'investissement, avec d'autres valeurs que des entreprises qui sont très très chèrement valorisées. Si on parlait du secteur technologique, il y a des entreprises par exemple qui sont à Taïwan, qui traitent sur des multiples de valorisation qui sont bien inférieurs aux géants américains, et pour autant on a clairement un pied dedans quand on y investit, et là aussi avec des niveaux de marge qui sont tout à fait appréciables. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important. Kevin, avant de se quitter, autant on a essayé de faire des projections à 10 ans, ce qui est très compliqué, autant si on se projette à 15 jours, je trouve ça curieux de voir, ou assez fou de voir Wall Street battre des records, alors que les incertitudes liées à la présidentielle américaine sont quand même immenses. C'est pas curieux quand même? Alors, de complaisance ou d'euphorie qui se poursuit. Je ne sais pas si c'est une forme de complaisance, mais il y a sans doute, ça part sans doute du postulat qu'un candidat comme l'autre, alors clairement, l'échéance est connue, l'issue de l'échéance est inconnue, mais il y a quand même cette perception que ce soit M. Trump ou Mme Harris, on va dire la feuille de route est connue. C'est-à-dire qu'on a déjà une forme de guide sur ce qu'a fait M. Trump sur son premier mandat, et on partirait du postulat, en tout cas les marchés semblent partir du postulat que Mme Harris pourrait prolonger le mandat actuel. Donc ça, sans doute que ça rassure un peu. Il y a un autre facteur, je crois, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui rentrent dans cette période avec un biais relativement prudent, parce que là aussi, l'issue est inconnue, mais l'échéance est connue. Il y a beaucoup d'achats de protection sur certains marchés, donc ça l'explique. Mais clairement, ce qui va se passer à l'issue de l'élection de novembre, ça pourra avoir un impact, ça pourra mettre en cause cet exceptionnalisme américain. Pourquoi? Parce que si M. Trump est élu, sans doute que ça va se poursuivre, mais sans doute sous stéroïdes, on va dire de façon très très forte, et donc ça pourra amener des taux d'intérêt à plus long terme remonter, et donc questionner ces multiples de valorisation. Et à l'inverse, si le programme de Mme Harris est bien mis en place, on aurait des hausses d'impôts, on aurait un taux d'IS aux États-Unis qui serait à peu près équivalent à celui qu'on a en France, aux Pays-Bas ou au Canada. Et là, les multiples de valorisation ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc là aussi, je crois que ça prêche pour un peu plus de diversification, que ce soit aux États-Unis avec des valeurs qui sont peut-être un peu moins chèrement valorisées, et puis un peu d'investissement ailleurs qu'aux États-Unis, en Europe et dans les pays émergents. Notamment l'Europe qui est beaucoup moins chère après aussi, qui a des bénéfices par action qui augmentent moins vite. Voire qui baissent actuellement sur cette saison de résultats, mais là aussi, en Europe, il y a quand même des belles entreprises qui sont exposées, je crois, à des tendances de long terme, que ce soit l'électrification. Alors pour arriver ou soutenir ces géants de la tech, il faut produire de l'électricité, plutôt de l'électricité verte. On a beaucoup d'acteurs en Europe, en France notamment, qui sont capables d'aider à y répondre. Allez, merci Kevin Tauzet, donc membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci. Merci.